Mes premiers contacts avec l'horlogerie, c'était tout simplement, j'avais un frère aîné de 6 ans qui a fait un apprentissage d'horloger à Lugano, où je suis né. Et à la fin de l'apprentissage, il a eu l'heureuse surprise de voir un parrain assez fortuné qui lui a offert un établi et qui lui a offert des outils, bien sûr des outils de l'époque. Je parle des années 40-50. Et cet établi a été mis dans sa chambre qu'on partageait d'ailleurs, où il pouvait, au-delà de son apprentissage, puisqu'il avait terminé son apprentissage, il pouvait déjà faire des petites réparations, des petits montages, etc., et gagner quelques petits sous, hein, en dehors de sa profession directe. Et c'est là que j'ai commencé à voir qu'est-ce que c'était qu'une montre une fois qu'elle était démontée. C'est beaucoup plus facile de la démonter, j'en ai fait l'expérience, que de la remonter, surtout quand on perd encore des pièces en route. Bref, ça c'était le premier contact avec l'horlogerie. Quand j'étais au Conseil d'État en 2001, ceux qui ont créé le Grand Prix de l'horlogerie, qui étaient deux journalistes bien connus à Genève, sont venus me voir pour savoir si le Conseil d'État était d'accord de soutenir leur démarche. Et c'est dans ce sens que je trouvais que c'était très important de le faire, parce que l'horlogerie est non seulement en elle-même quelque chose de fantastique, mais c'est un véhicule extraordinaire pour la promotion de la Suisse et du savoir-faire de ce pays. Et bien sûr, avec l'accord du Conseil d'État, j'ai commencé à soutenir financièrement, modestement, mais enfin, c'était quand même très utile à l'époque, comme ce l'est encore aujourd'hui, de soutenir ce Grand Prix de l'horlogerie. Et j'en étais un peu le parrain avec le maire de la ville de Genève de l'époque. Chaque année, tout ce Grand Prix se déroulait sous le parrainage du conseiller d'État en charge de l'économie et du maire de la ville de Genève. Quand on a créé le Grand Prix, on a fait attention à plusieurs choses. D'abord, à avoir une crédibilité. La crédibilité était donnée par la neutralité de la fondation. L'État, la ville, aucun intérêt commercial particulier, un musée. Ensuite, il fallait lui donner une crédibilité au niveau du jury. Et là, on a véritablement mis en place un jury qui est composé aujourd'hui de 25-26 personnes, ça dépend les années, et puis de 15 pays différents, donc ça c'est important, et qui est changé, disons, un quart du jury est bien changé chaque année. Nous tenons beaucoup à cela pour pas que ça devienne une routine pour les gens qui sont là, ou qu'on puisse imaginer une complicité avec des marques. Et aujourd'hui, donc, on a réussi à donner cette crédibilité, à faire revenir des grands groupes aussi qui sont revenus, et des grandes marques qui avaient un peu déserté le Grand Prix à revenir. Eh bien, en consultant un peu les dossiers, on se rend compte, et ça c'est passionnant, il faut faire part de ces choses-là quand on va quelque part et qu'on explique une montre. Et déjà en 1790, Genève exportait, grâce un peu à la subdivision du travail, plus de 60 000 montres par année. C'est un chiffre assez incroyable. Je ne sais pas combien de temps on mettait à l'époque pour fabriquer une montre. Il n'y avait pas les machines, il n'y avait pas les outils d'aujourd'hui. Et ça impressionne toujours les gens, déjà tout d'abord. Et de voir comment elle est née, donc de voir dans le Jura que durant l'hiver, quand la terre se reposait, et qu'eux se reposaient avec, parce que c'était la plupart des paysans qui arrivaient à concevoir et à fabriquer avec des outils de l'époque, des choses aussi précises, aussi minutieuses, etc. C'est absolument. Et si on parle de ça, les gens comprennent le pourquoi et la valeur d'une montre d'exception. Les gens ne font pas tellement la différence de regarder mais c'est telle et telle marque ou telle et telle marque connue avec les enseignes, etc. Mais ils attachent la même attention et pratiquement la même valeur. Ils observent l'objet. Et puis souvent, ce sont des collectionneurs, ce sont des gens qui sont tout à fait surpris de voir ces marques qui existent. Et donc, c'est un impact assez extraordinaire. Donc, c'est un renouveau qui se fait gentiment, non pas seulement dans les grandes marques également. Il y a un renouveau exceptionnel au niveau de l'innovation et tout ça, ce qui est indiscutable. Mais c'est surtout de voir que, dans le fond, les gens ne lisent pas simplement le nom de la marque, ils regardent la montre telle qu'elle est. Et c'est ça, c'est formidable. Donc, ça peut être effectivement
une manière, disons, de progresser encore. Et aujourd'hui, c'est même pas qu'il faut progresser, il faut maintenir, disons, déjà euh, le niveau qui a été acquis. C'est déjà très difficile. Il y a une concurrence qui se fait, il y a des concurrences aussi. Il y a aussi des modes qui changent. Peut-être qu'aujourd'hui, le luxe, si on prend les jeunes, aujourd'hui, ils ont toute une autre approche du luxe. C'est plus une approche telle que nous l'avons eue il y a 20 ou 30 ans, ou encore ces 10 dernières années. Donc, il y a le monde qui change aussi dans ces manières de voir, donc le client, si vous voulez. La montre connectée, pour moi, personnellement, c'est pas une montre, c'est un objet, c'est totalement différent. Pour moi, une montre, ça reste une montre mécanique. C'est ça la grande valeur de la montre mécanique. C'est sa finesse, comme je l'ai dit, ses complications. C'est une manière de faire. Il faut parfois 2 ans pour fabriquer une nouvelle montre, pour la concevoir, pour qu'elle marche, pour qu'elle soit véritablement désirée dans le marché. Donc, je dirais que certaines personnes m'ont poussé un peu, m'ont dit mais pourquoi vous ne faites pas une catégorie de montres connectées. Je trouve que ça n'a aucun sens. Ce serait déprécier le travail extraordinaire, la culture horlogère qui a fait dans le fond la réputation de la Suisse dans le monde.